Salut canaille. Est-ce que ça te dit qu'aujourd'hui nous fêtions allègrement un anniversaire? Et pas n'importe quel anniversaire, car nous fêtons l'anniversaire d'un bateau. Plutôt l'anniversaire du naufrage d'un bateau. C'est un peu moins fun. Car si aujourd'hui, à l'occasion des 110 ans de sa disparition, je vous racontais le naufrage du Titanic, ça vous intéresse? Commençons avec le premier personnage de l'histoire, Joseph Bruce Ismay, né en 1862, et héritier de Thomas Henry Ismay, son père. Et de son père, il hérite notamment de l'Oceanic Steam Navigation Company, une compagnie maritime plus communément appelée la White Star Line. Et dans sa volonté de dépasser son concurrent de la compagnie Cunard Line, ayant déjà lancé le Lusitania et le Mauritania, en 1907, il prend la décision de lancer la construction de 3 paquebots, les plus grands jamais construits jusqu'alors, qui relieront l'Europe à l'Amérique, l'Olympique, le Gigantique et le Titanic. Des paquebots certes plus grands, mais aussi plus luxueux et plus confortables que ceux créés jusqu'alors. Nous allons donc nous concentrer sur la conception du Titanic, dont la construction va débuter en 1909 à Belfast en Irlande. Pour cela, ce seront pas moins de 14 000 ouvriers qui seront mobilisés. Et les moyens employés sont immenses, plus de 7 millions de dollars de l'époque, soit presque 150 millions actuels. Et c'est également 3 années qui seront nécessaires à l'achèvement du paquebot. Et comme prévu, le Titanic est impressionnant. 269 mètres de long, 28 mètres de large, et possédait 3 immenses cheminées de 42 mètres de haut, et avait une capacité de 3500 personnes à son bord. Plus grand et plus luxueux. C'était la promesse faite. Et dans les parties comprenant les premières et secondes classes, le luxe était au rendez-vous, avec de somptueuses décorations, du mobilier et des objets de grande facture ornaient les plus beaux appartements. Mais de nombreux services étaient également à disposition. On pouvait compter parmi les équipements café, restaurant, salon de coiffure, cours de squash, bain turc, piscine, gymnase et fumoir. Il y avait même à bord une installation téléphonique. En mai 1911, les premiers essais du Titanic sont effectués à Belfast, devant une foule de 100 000 personnes, et c'est un succès. La presse relate l'événement et relance l'intérêt pour le paquebot. Et le 2 avril 1912, un second essai, mais cette fois-ci avec le navire achevé en entier, est effectué, et une seconde fois, c'est un succès. Et le soir même, le HMS Titanic quitte Belfast pour Southampton en Angleterre. Southampton était donc l'étape numéro 1 de son voyage inaugural. Le Titanic devra passer par Cherbourg en France, Queenstown en Irlande, avant de terminer sa course à New York. Le tout sous le commandement du commandant Edward Smith. Non, c'est pas Captain Igloo. Le 10 avril 1912 est le jour du grand départ. 953 passagers et 889 membres d'équipage embarquent à bord du Titanic, et le départ est lancé. Celui-ci arrive donc à Cherbourg, en France, à 18h45, où 274 passagers embarquent à leur tour. Et le 11 avril 1912, le Titanic arrive à Queenstown, en Irlande. Et là, c'est 120 passagers qui vont embarquer. D'ailleurs, en parlant de l'Irlande, voici une petite vidéo bonus de moi sur place. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai suivi aucun entraînement. Bien entendu, parmi les passagers de première classe, c'est-à-dire les plus aisés, on compte quelques célébrités de l'époque. Le peintre Francis Davis Millet, la journaliste et architecte Helen Churchill Candy, ayant travaillé pour le président Roosevelt, Isidore Straus, le propriétaire des magasins Macy's, très célèbre aux États-Unis, ou encore John Jacob Astor, l'une des plus grosses fortunes américaines de l'époque. Et bien sûr, le président de la White Star Line, Joseph Bruce Ismay, monte à bord. Ceux-ci occupent bien entendu les plus belles chambres du paquebot, pendant que les 3e classes, eux, doivent passer un contrôle sanitaire. Ah, ils sont sales les pauvres. D'ailleurs, il est interdit à chaque classe de quitter sa propre partie, pour éviter de se faire balader les puces. J'ai aussi envie de citer un personnage bien moins riche, et bien moins célèbre, un prêtre irlandais nommé Frank Brown. Et celui-ci était un grand fan de photographie. Et en bon photographe,
celui-ci prend le paquebot sous toutes les coutures. Cependant, celui-ci devait rejoindre l'Irlande, et descendit donc à Queenstown, malgré le fait qu'il ait demandé à sa paroisse l'autorisation de voyager jusqu'à New York. Celui-ci s'étant vu proposer par d'autres voyageurs de lui payer son billet, seulement ses supérieurs refusent, et il se voit obligé de débarquer en Irlande, ce qui lui sauva la vie, car c'est grâce à Frank Brown que l'on possède autant de photos d'archives du Titanic. Le soir du 12 avril, alors que le Titanic traverse l'océan Atlantique, le navire commence à recevoir des télégrammes d'autres bâtiments, l'avertissant que sur son chemin se trouvent des icebergs. Seulement l'équipage ne s'en inquiète pas plus que ça. De plus, le système de communication à bord est tombé en panne, et de ce fait, les informations ne circulaient que très mal à bord à ce moment-là. Le Titanic file à une vitesse de 22 nœuds, soit à peu près 40 km/h, en pleine nuit. Quand soudain, à 23h40, une cloche sonne l'alarme. Le veilleur a repéré, droit devant, un iceberg de 30 mètres de haut sur la trajectoire du paquebot. Le capitaine tente de faire virer le Titanic à bâbord et de faire machine arrière pour ne pas frapper l'iceberg de face, mais malgré tout, la collision se fait et crée des brèches dans la coque du navire. À bord, la plupart des passagers ne s'en sont pas rendus compte. Le choc n'avait pas eu une telle violence. Cependant, les dégâts, eux, étaient bien importants, car très vite, l'eau va commencer à envahir les 5 premiers compartiments. Et presque 10 minutes plus tard, le Titanic s'est déjà enfoncé 4 mètres sous l'eau. Le commandement fait l'état des lieux, et comprend très vite que le Titanic va finir par sombrer au fond de l'océan, et qu'ils ont devant eux très peu de temps. Ils envoient donc de nombreux signaux SOS, les premiers de l'histoire maritime d'ailleurs, et tirent des fusées de détresse. L'équipage se rassemble et fait le tour des cabines afin de demander aux passagers de s'équiper de vêtements chauds et de gilets de sauvetage, puis de se diriger vers le pont d'embarcation afin de gagner les canaux de sauvetage. Et malgré cela, une grande partie des passagers ne mesurent pas la gravité de la situation. Les machinistes des chaufferies, bien conscients qu'ils étaient destinés à couler, continuent de refroidir les chaudières, afin que celles-ci n'explosent pas. Toujours sur le pont d'évacuation, un problème se pose. L'équipage n'était pas vraiment formé à l'évacuation, et n'avait effectué aucun exercice. De ce fait, l'évacuation se fait relativement calmement, mais de manière désordonnée, car le premier canot de sauvetage descend avec seulement 28 passagers, alors que celui-ci en avait une capacité de 70. En revanche, ce sont en priorité les femmes et les enfants qui sont privilégiés. Ce sont en tout 700 passagers qui vont monter à bord des canots. Durant ce temps, l'eau gagne du terrain à bord du paquebot, et celui-ci plonge de plus en plus, alors que les appels au secours ne cessent de se succéder. Pendant que sur le navire, en train de couler, les passagers n'ayant pas pu monter à bord des canots se résignaient à vivre leurs derniers instants. Nombre des survivants ont témoigné que durant l'évacuation, et jusqu'à la fin, l'orchestre du Titanic a continué à jouer afin de calmer la panique à bord. Le Titanic continue à pencher de plus en plus, et la pression est si forte que la coque se brise littéralement en deux. La partie avant coule vers le fond de l'océan. La partie arrière, elle, reste quelque temps à l'horizontale, avant de pencher à nouveau et à son tour, coule dans le fond de l'océan. Il est 2h20, et le HMS Titanic a rejoint le fond abyssal. Tu es triste? Arrête. Vers 4h du matin, un navire nommé le Carpathia arrive sur les lieux du naufrage, et en quelques heures va secourir l'intégralité des naufragés du Titanic, et va alors débarquer à New York. Dès le lendemain, la presse s'empare de l'événement, ayant fait près de 1500 victimes, et l'opinion publique va violemment s'en prendre au capitaine Smith, décédé durant l'événement, mais encore plus à Joseph Bruce Ismay, qui est, rappelons-le, le président de la White Star Line, qui lui a survécu. On le qualifie de lâche, car celui-ci a embarqué alors que la priorité était faite aux femmes et aux enfants. Quoi qu'il en soit, une enquête est menée, afin de mettre en lumière les vrais responsables du naufrage du Titanic. Et les survivants, membres d'équipage comme passagers, sont interrogés. Alors justement, quelles sont les erreurs qui ont mené au naufrage du bateau? Plusieurs en fait. Premièrement, les causes humaines. Il est dit que le second du commandant avait égaré les clés du coffre, où se trouvaient les jumelles, ce qui fait que les veilleurs en haut du nid de pie, qui sert à observer l'horizon, n'en possédaient pas, au moment de la collision avec l'iceberg. Le paquebot avançait aussi relativement rapidement, dans une zone potentiellement dangereuse, même si le capitaine faisait cela en toute légalité par rapport aux législations de l'époque. En ce qui concerne les causes naturelles,
on peut mettre en cause la faible visibilité. Mais cela ne suffit pas, et selon une étude assez récente, il y aurait eu, la nuit du naufrage, une aurore boréale, fruit d'une tempête solaire, une tempête géomagnétique qui peut créer des interférences, notamment des boussoles, ce qui aurait pu dévier légèrement le Titanic de sa trajectoire. Et puis forcément, au naufrage du Titanic, on trouva des causes un petit peu plus mystiques. Une légende tenace des amoureux de la légende ésotérique et la présence, à bord du Titanic, d'une momie égyptienne qui serait maudite. Toujours selon la légende, elle aurait été apportée à bord du paquebot par John Jacob Astor, qui l'aurait ramenée de son voyage en Égypte. De plus, des témoins disent que l'écrivain William Thomas Stead parlait beaucoup d'une malédiction, causée par une momie égyptienne. Quoi qu'il en soit, la présence de cette momie à bord n'est pas avérée, et appartient donc plus à la légende. D'ailleurs, William Thomas Stead, en 1886, rédige la nouvelle « Comment le paquebot Post sombra au milieu de l'Atlantique par un survivant », où il relate le naufrage d'un navire ayant fait beaucoup de victimes, car trop peu de canaux de sauvetage étaient présents à bord. En 1892, il publie une seconde nouvelle, intitulée « De l'ancien monde au nouveau », relatant la traversée d'un médium à bord du Majestic, un navire appartenant également à la White Star Line, et qui fut également commandé par Edward Smith, qui pilotera plusieurs années plus tard le Titanic. Et pour aller plus loin dans les coïncidences effrayantes, un ouvrage est paru, en 1898, soit 14 ans avant le naufrage du Titanic, et prédisant son naufrage. En effet, l'écrivain Morgan Robertson a sorti un livre, dans lequel il décrit le naufrage du Titan, un paquebot bien plus grand que tous ceux l'ayant précédé, faisant la traversée entre Liverpool et New York. Mais celui-ci percute un iceberg dans l'Atlantique Nord au mois d'avril. Cependant, celui-ci ne dispose pas à bord d'assez de canaux de sauvetage. Le livre n'a pas été un grand succès à sa sortie, mais a gagné en popularité après le naufrage du Titanic, et est encore assez célèbre aujourd'hui. Alors bien évidemment, des expéditions sont lancées, afin de retrouver l'épave du Titanic, et cela déjà très peu de temps après son naufrage, mais sans réussir à le localiser. Cependant, c'est le 1er septembre 1985 que l'épave est enfin localisée, à 3821 mètres de profondeur. La partie avant est en assez bon état. En revanche, la partie arrière a été grandement détruite lors du naufrage. De nombreuses expéditions sont menées, afin de filmer l'épave du Titanic sous toutes les coutures, puis de peu à peu remonter les objets à la surface. La dernière expédition du Titanic remonte à 2010, où l'épave est photographiée et scannée, afin d'en établir un plan 3D complet. Et cela est nécessaire, car l'épave se détériore au cours des décennies. Non seulement son érosion, due à ses 110 années passées au fond de la mer, mais également rongée par une bactérie des fonds marins. On estime que l'épave du Titanic va complètement disparaître dans les décennies à venir. Comme je l'ai dit plus tôt, de nombreux objets ont été remontés des fonds marins et restaurés par la suite. Et ceux-ci étaient si nombreux que des expositions ont été lancées par la RMS Titanic Inc., propriétaire des objets. On a remonté également de nombreux morceaux de charbon servant à alimenter les machines. Et vu qu'à bord, il y en avait des tonnes, la RMS Titanic Inc. les vend régulièrement afin de financer de potentielles expéditions. Alors bien sûr, le naufrage du Titanic a fortement marqué les esprits. Et forcément, vous l'attendiez, on va parler du film Saved from the Titanic, sorti en mai 1912, soit un mois après la catastrophe, avec dans un des rôles titres, l'actrice Dorothy Gibson ayant survécu au naufrage un mois avant. Mais le film disparaît 3 ans plus tard dans l'incendie des studios où il était conservé. Ah, l'autre film ? Ok. Dans les années 40, un film intitulé Titanic voit le jour, réalisé par le réalisateur allemand Herbert Selpin, qui se suicide. Werner Klinger va prendre la suite de la réalisation. Ce film est en fait une propagande nazie tâchant de montrer l'avidité du peuple britannique. Ah, le film plus récent ? Ok. Titanic 2, réalisé en 2010 par Shane Van Dyke. 100 ans après le naufrage du RMS Titanic, un nouveau paquebot de croisière de luxe, nommé SS Titanic 2, est construit. Le navire se lance dans son voyage transatlantique inaugural, par la même route que celle empruntée par le Titanic en 1912.
Au cours de la traversée de l'océan Atlantique, le réchauffement climatique cause la fonte d'un glacier au Groenland, créant un tsunami qui envoie un iceberg s'écraser sur le Titanic 2. C'était le résumé Wikipédia. Comment ? La blague dure depuis trop longtemps ? Titanic, réalisé par James Cameron, est sorti en 1997, pour un coût de 200 millions de dollars. Le film a coûté plus cher que le véritable Titanic. Afin d'avoir le plus grand réalisme possible, une maquette grandeur nature, d'un côté du paquebot, a été construite, ainsi que de nombreuses maquettes à différentes échelles, et des pièces entières ont été reconstituées, comme la salle à manger des premières classes ou le grand escalier. Le film est bien sûr un énorme succès. Il aura lancé les carrières de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, et confirmé que James Cameron pèse dans le game. Et avec ses plus de 135 millions d'entrées, il est entré dans le panthéon des plus gros succès de l'histoire du cinéma, et a même longtemps été numéro 1, avant de se faire détrôner par un autre film. De James Cameron encore. Quand je vous dis que le mec il pèse... Après le succès phénoménal du film, l'intérêt pour l'histoire du Titanic a explosé. D'où l'intérêt pour les explorations et les expositions, voire même des téléfilms, documentaires et jeux vidéo. Et un projet immense est même lancé. Clive Palmer, homme politique et homme d'affaires australien, dévoile en 2012 un projet fou. Reconstruire le Titanic à l'identique, dans son intérieur et son extérieur. Et que celui-ci emprunterait le même trajet prévu par son prédécesseur. Le tout pour être prêt en 2016. Bah non. Cependant, le projet reprend, et il affirme que le Titanic 2 sera prêt en 2018. Bah non. Mais pourtant, cette même année 2018, Clive Palmer affirme que le projet sera achevé en 2022. Va falloir se bouger, Clive. Alors pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, il est impératif de comprendre que pour échapper à de telles tragédies, il est impératif de s'abonner à ma chaîne. Si c'est vrai.